7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. T'es mort comme Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie du lycée Joliot-Curie de Nanterre visé par un tag le menaçant de mort après un cours sur le terrorisme islamiste. Puis, toujours à Reims, ce même professeur et un conseiller principal d'éducation du lycée violemment agressé par une bande d'élèves. L'enseignant souffre d'une mâchoire cassée. À Cholet, son professeur de maths veut lui confisquer son téléphone portable. Un collégien de 14 ans le roue de coups. Selon une source policière, il l'aurait menacé de mort le prof en jurant sur le Coran. Faire comme à Arras, une réfugiée mongole de 12 ans armée d'un couteau stoppée avant d'avoir pu tuer sa professeure d'anglais à Rennes. Reims, une professeure d'anglais rouée de coups par un lycéen en plein cours. Elle a tenté de prendre la fuite dans la cour avant d'être rattrapée par l'adolescent qui l'a à nouveau frappée. Villeparisis, un professeur de mathématiques tabassé à la sortie du collège par deux jeunes. Armentières, un lycéen de 16 ans interpellé pour avoir menacé d'égorger son professeur de philosophie. Mayotte, Gérard, un professeur d'histoire géo de 62 ans passé à tabac par une bande de jeunes âgés de 10 à 13 ans. Ce professeur a subi ce que bon nombre de personnes subissent sur ce territoire. Saint-Malo, un jeune professeur de l'IUT menacé de mort retrouvé sans vie à son domicile. Tous ces titres sont issus du site F de Souche qui a le mérite de rassembler tous ces faits divers de la presse locale dont les grands médias ne parlent pas ou peu. À la lecture de ces titres, on découvre que ces derniers jours, les menaces et agressions de professeurs se multiplient dangereusement. Les références à Samuel Paty ou Dominique Bernard sont régulièrement utilisées par les élèves problématiques. Et mettant ces deux observations en perspective, l'on finit par se demander si ces deux drames n'ont pas finalement enclenché une nouvelle mode infernale. Le Sénat semble prendre la mesure de ce qui pourrait bien être un nouveau phénomène, plus qu'une succession de faits divers. Mercredi, la commission d'enquête du Sénat a présenté un rapport faisant état de la terrible solitude des professeurs démunis. Pour y répondre, 38 mesures sont proposées, parmi lesquelles des signatures de chartes, des créations de classes radicalisées ou encore un enseignement renforcé de la laïcité. Avec nous pour décrypter ce phénomène et son ampleur, puis analyser ce rapport du Sénat, Anne Coffinier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de l'association Créer son école et de la fondation Kéros pour l'innovation éducative et vous avez par ailleurs été présidente fondatrice puis directrice générale de la Fondation pour l'école de 2008 à 2019. Alors tout d'abord, est-ce que ces nombreuses agressions sont à considérer individuellement comme de regrettables faits divers ou bien est-ce qu'elles s'inscrivent toutes dans ce qui pourrait bien devenir un véritable phénomène ? Au regard de la multiplication et la répétition des agressions, c'est évident qu'il ne s'agit pas de cas isolés, et il ne s'agit pas de malheureux coïncidences. Là, on a vraiment affaire à une évolution profonde des formes de radicalité et des formes de violence chez les mineurs. Donc, il est temps d'en prendre la mesure et je pense que les professeurs en ont parfaitement pris la mesure. Il y a une évolution qui en témoigne clairement, c'est que jusqu'à, on va dire, peut-être 5-6 ans, c'était très difficile de trouver un professeur qui était prêt à laisser entrer la police au sein d'un établissement ou la laisser patrouiller devant un établissement. Ça faisait partie des choses qui étaient considérées comme inadaptées et le signe d'un échec éducatif, d'un échec d'institution éducative. Et aujourd'hui, la grande majorité des professeurs demandent la présence de la police dans l'établissement et aux abords de l'établissement. Donc ça veut dire que le corps professoral a vraiment pris la mesure du basculement qui s'est opéré. On a changé de nature de problème, on a changé littéralement d'enjeux. Là, on est sur des enjeux de mort, hein, il faut être clair, on est sur des enjeux de harcèlement, on est sur des enjeux de violence extrême. On n'est plus du tout sur des logiques d'incivilité ou de mauvaise volonté pour travailler ou d'enfants qui sont en rupture et qui ne veulent pas jouer le jeu du travail, de l'intégration, de la préparation des examens, etc. Donc on a effectivement un basculement dont les professeurs sont tout à fait conscients, mais un basculement qui n'est pas traduit aujourd'hui correctement en termes de procédure, en termes de discours, de formation et en termes de justice. Le traitement de ce type de délinquance aujourd'hui n'est pas du tout adapté à ce que c'est devenu. Alors, vous pensez que justement, les traiter judiciairement, juridiquement, ça serait un moyen de les régler ? Ce qui est certain, d'abord, il faudrait peut-être commencer par analyser les causes. Pourquoi on est arrivé à ça, hein, déjà. Mais si on veut déjà aller sur ce qu'on doit faire en termes de conséquences, c'est certain
qu'il faut changer le traitement judiciaire de ce type de délinquance. Il faut bien voir que la justice des mineurs a constamment évolué depuis grosso modo les décrets de 1945 pour s'adapter à l'état de la société et l'état d'évolution de la jeunesse. Et aujourd'hui, on peut très bien avoir une première audition 3 mois après les faits, puisque la règle, c'est entre 10 jours et 3 mois. Et pour un enfant, être convoqué 3 mois après les faits, ça n'a aucun sens. Donc, il faut absolument tout revoir et prendre la mesure, effectivement, du phénomène qui est extraordinairement dangereux, puisque si on regarde les chiffres, et qui sont certainement minorés, on a quand même une succession de bombes à retardement. On a à peu près 160 jeunes qui sont très radicalisés et 300 qui sont radicalisés. Et on sait par ailleurs qu'on a 80 mineurs djihadistes dans des pays du djihad qui sont sur le point de rentrer en France. Ça, c'est déjà les chiffres les plus bas qu'on puisse trouver et qui sont documentés. Et on se souvient que Gérald Darmanin avait parlé d'à peu près 1000 mineurs radicalisés. Donc, on est déjà sur des cas avérés qu'il faut traiter. Et ça, je pense que c'est que la pointe immergée de d'iceberg, puisque il y a beaucoup de jeunes qui sont en appui. On le voit là, par exemple, dans toutes les rixes, les émeutes qui a lieu devant les établissements. On se retrouve avec des émeutes d'une centaine de jeunes cagoulés, avec des cocktails Molotov. Donc on voit déjà qu'on est sur des quantités de jeunes prêts à en découdre qui sont beaucoup plus importantes. Alors, c'est peut-être plutôt sur la question des causes qu'il faudrait travailler. Alors justement. Aussi. Alors, justement, quelles sont les causes de cette radicalisation à l'école? Alors, les causes, elles sont multiples, mais la première des choses qui est certaine, c'est qu'il y a un effondrement du prestige de l'État. Et on voit qu'il n'y a pas que les profs qui sont agressés, il y a aussi les élus. Les agressions contre élus ont augmenté de 32%. On a 13% des profs qui ont été insultés ou menacés au moins une fois dans l'année. Et on sait très bien que dans la plupart des quartiers, comme on dit, les pompiers ou la police ne peut plus venir. Donc en fait, on a globalement l'institution étatique qui fait l'objet d'un manque de considération et même d'un mépris, voire d'une haine. Et donc c'est ça qu'il faut analyser, c'est comment on est arrivé à ce que la jeunesse, et en particulier la jeunesse issue d'immigration, parce qu'il faut quand même regarder les choses en face, soit dans une logique de haine à l'égard de l'État. Alors justement, ça, c'est la première chose. Pardon, allez-y, finissez. Non, je vous en prie, parce que ça sera un peu long. Donc. Là, vous expliquez que finalement, c'est une forme de haine vis-à-vis de l'État. La réponse qu'on nous donne souvent, c'est on y voit une attaque à la laïcité. Est-ce qu'il n'y a pas une petite nuance à faire entre les deux? Est-ce que finalement, ces jeunes, ils ont vraiment comme désir de s'attaquer à la laïcité, ou c'est plutôt finalement tout ce qui se raccroche à l'État en général? Il y a un livre qui vient de sortir de Luc Rouban aux éditions de l'Aube qui s'appelle Les racines sociales de la violence politique, que j'invite les auditeurs à lire. Il y a plusieurs éléments qui s'entrecroisent. D'abord, il y a des liens terribles aujourd'hui entre l'islamisme et la délinquance. La délinquance étant un passage quasi obligé vers la radicalisation religieuse. Déjà, ces types d'analyses-là, il faut les faire, voir quels sont les réseaux entre délinquance, trafic de drogue, délinquance avec agression physique et violence, et islamisme. Bon, c'est des choses qui sont aujourd'hui documentées, sur lesquelles il y a des travaux de recherche sérieux qui ont lieu, après avoir été longtemps niés. Donc il y a déjà ça, il y a une sorte de cursus honorum pour s'affirmer, et ça passe par la délinquance. La deuxième chose, c'est qu'il y a un fiasco intégral de l'éducation. L'éducation en tant que telle n'est plus crédible. Et comme il y a à la fois un délitement de l'État, et notamment des politiques, il faut voir aussi que la multiplication des affaires sur les hommes politiques a conduit à une dégradation importante du prestige de l'homme politique. Et le règne du tous pourri, évidemment, est quand même globalement ce qui imprègne toute cette jeunesse. On considère que les hommes politiques, ce sont des profiteurs tous pourris, qu'il n'y a rien à en attendre, et qu'après tout, l'État est une sorte de prolongement
pourrie aussi d'une tête qui elle-même est pourrie. Donc, on en arrive à une attitude très nihiliste. Et le propre de la jeunesse, globalement, c'est vouloir des choses, être plus sensible à l'injustice. Donc, il y a aussi tout ce moteur de l'injustice et de la discrimination. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent alimenter un sentiment de discrimination et d'injustice de multiples natures. Ce sentiment de discrimination et d'injustice en France, auquel on peut rajouter un sentiment d'impuissance et de souffrance en considérant par exemple des injustices mondiales, comme par exemple ce qui se passe à Gaza. Il est clair que la population euh, musulmane française est ultra sensible à ce qui se passe à Gaza et à cet écrasement du peuple palestinien. Et donc tout ça alimente un sentiment d'injustice, de discrimination, d'écrasement des pauvres et des opprimés auxquels ils s'assimilent eux-mêmes. Et face à ça, il n'y a pas de discours politique, moral ou historique enthousiasmant. On a au contraire une éducation française qui se bat la coulpe et qui explique à quel point la France a été minable tout au long de son histoire, à quel point elle a été oppresseur, à quel point elle a été finalement décolonisateur, et puis des gens qui ont opprimé toutes sortes de gens tout au long de l'histoire. Donc on a à la fois une France qui, à travers ses institutions et son discours éducatif, explique à quel point elle est critiquable et à quel point elle n'a pas été à la hauteur, et de l'autre côté, un spectacle permanent d'injustice, de discrimination à l'extérieur, à l'intérieur aussi d'une certaine manière, et aussi de putréfaction politique. Donc forcément, tout ça alimente une désespérance, un désir d'en découdre et un désir d'inventer de nouvelles formes de radicalité. Et si on rajoute à ça le fait qu'il y a une certaine complaisance globale, générale, et notamment des politiques à l'égard de la violence, ça alimente cette violence. Il y a une étude du Cevipof qui dit qu'il y a 30% des gens qui considèrent que la violence peut être légitime dans certains cas. Et globalement, face au sentiment d'impasse dans le traitement de tous les enjeux majeurs actuels, il y a cette idée que la violence, c'est le moyen nouveau pour forcer la sphère publique, les décideurs, à prendre un sujet en considération. On peut penser, par exemple, aux agriculteurs là, on peut penser aux gilets jaunes, on peut penser aussi à tout ce qui est écoterrorisme. Il y a cette idée globalement que le système est tellement verrouillé, pourri, discriminatoire, que la seule chose qui peut un peu le pousser à bouger, ça serait une forme de violence. Et cette idée s'est banalisée. Alors, Donc c'est pour ça que les causes globales sont complexes. Elles viennent déjà du fait de plus avoir de projets politiques, spirituels, moraux partagés. Elles viennent aussi, comme je disais, d'un sentiment que l'État finalement est le bras armé d'une tête politique qui elle-même n'est plus respectable. Et puis elle vient globalement, elle est alimentée par toutes les formes d'injustice ou de discrimination qui sont dénoncées en interne ou en externe, et ça sert de carburant à cette violence qui est insurrectionnelle et qui est nihiliste dans son expression et dans son fondement. En l'occurrence, là, c'est l'école qui est attaquée, ce sont les professeurs. Et pourtant, quand on voit la réponse de l'État, on comprend qu'il compte bien se saisir de l'école justement comme outil pour répondre à ce problème. Donc on a l'école qui est à la fois victime et solution. Est-ce que vous pensez que l'école peut intervenir sur ces cas d'enfants radicalisés, alors qu'on connaît aussi tout le poids que peut avoir la communauté dans ces cas-là sur ces enfants, des communautés qui sont très souvent en fracture vis-à-vis du reste de la société et qui vont venir alimenter aussi tous ces discours et ces démarches violentes? Je pense que là, dire que le sujet doit d'abord se traiter à l'école, ça me paraît un petit peu décalé par rapport à la réalité, parce que quand on voit les cas précis, on a des bandes de jeunes, par exemple, il y a une bande de jeunes qui aurait à tout casser parce que les locaux seraient pas en bon état. Et quand on regarde la bande de jeunes en question, on se rend compte qu'il y a une minorité qui venait de l'établissement concerné. Donc il y a d'autres jeunes qui viennent d'ailleurs. Donc aussi, ce qui arrive beaucoup, maintenant, c'est les rixes entre quartiers ou entre lycées. Et ça intervient même au centre de Paris, puisqu'on a vu que c'est intervenu dans le 15e arrondissement. Donc, il y a clairement un ensauvagement et il y a clairement une instrumentalisation. Et je pense que le fait que ça se passe dans un lycée, c'est tout simplement parce qu'il y a des mineurs qui sont là, que les mineurs sont plus inflammables, et puis ils risquent moins.
aussi en termes de peine, mais ça pourrait se passer n'importe où ailleurs, en quelque sorte. Alors après, il y a la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire des mineurs dits radicalisés. Donc là, on entend une proposition de Nicole Belloubet qui est de créer des classes spécifiques. Mm. Bon, j'espère que ça sera plus convaincant que les départements spécifiques en prison pour les radicaliser. Mais j'ai quand même de gros doutes, parce que quand vous mettez des radicalisés tous ensemble, je vois pas trop ce que ça peut faire d'extraordinaire, sauf à ce qu'il y ait un cadre de réinsertion, de rééducation qui soit très bien pensé, avec énormément de moyens, des éducateurs absolument hors normes. Ça demande des moyens, une inventivité que j'ai jamais vu développer en France pour traiter ce type de problème. Donc, moi, je me souviens quand j'étais directeur de cabinet par intérim pendant mon ENA, eh bien, j'étais dans le nord de la France, en Picardie, et il y avait un jeune qui avait 13 ans et qui, à lui seul, était arrivé à vider toute une barre de HLM. Et alors, il s'était fait mis en centre semi-fermé, éducatif semi-fermé, à l'autre bout de la France. En l'occurrence, je crois que c'était en Corse, alors qu'il était à Amiens. Et au bout de 3 jours, il était revenu. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous avez à faire face à des jeunes très déterminés, vous pouvez pas continuer à faire comme si vous avez des mineurs classiques. Mm. Après, il y a une autre chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est qu'il y a toute la question des mineurs isolés issus de l'immigration clandestine. Pour avoir vécu ça, lorsque j'étais diplomate, il y a aussi de la question de la réinsertion des jeunes qui ont connu la guerre, qui ont été transformés par la participation à la guerre en tant qu'enfants soldats, ou qui ont été confrontés à la brutalisation extrême que constitue la guerre. Quand vous assistez à la guerre, je pense notamment au Rwanda euh, ou au Congo, quand vous assistez à des choses qui sont terribles, absolument des choses qui rendent fou, qui vous permettent quasiment pas de survivre à une expérience pareille. Et ces jeunes-là, ensuite, viennent avec tous ces traumatismes et arrivent dans notre pays. Et c'est très difficile de traiter ce type de jeunes comme vous traiteriez un enfant qui a toujours vécu Ouais. en France, tranquillement, dans les classes d'école. Donc tous ces sujets-là, il faut les prendre les uns après les autres avec réalisme. Mais il faut, à mon avis, traiter pas que au niveau de l'école. Il y a vraiment la question de la justice, il y a la question de l'image que renvoie l'État, il y a la question du discours historique et politique qu'on renvoie sur notre propre pays, sur notre propre histoire, sur notre propre légitimité. Et ensuite, il y a la question de la manière dont on peut mettre en place une logique de tolérance zéro et d'impunité zéro pour que ça ne soit pas possible socialement, ça ne soit pas permis socialement de tout casser, de menacer les gens et de les terroriser sans qu'il y ait de réelles conséquences pour soi-même. On comprend bien du coup que c'est un monstre à de nombreuses têtes qu'il va falloir couper. Merci beaucoup Anne Coffinier d'avoir été parmi nous. On vous réinvitera pour décrypter ça plus longuement parce que je pense que ça le mérite. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Créer son école et de la fondation Kéros pour l'innovation éducative et que vous êtes par ailleurs présidente fondatrice puis directrice générale de la Fondation pour l'école de 2008 à 2019. Merci d'avoir été parmi nous.